Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Écoute dans la nuit. Ce soir, j'ai la joie de recevoir Pascal Parinet. Bonsoir Pascal. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors, vous êtes gestalt thérapeute et formateur en relations humaines. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs thèmes qui sont liés, certainement. Vous allez nous expliquer cela. La dépression, le burn-out et le bore-out. Alors on définira au cours de cette émission, effectivement, on approfondira ce que c'est à chaque fois, mais est-ce que vous pourriez nous dire exactement, mais en deux mots, mais parce qu'il y a des expressions un peu nouvelles, qu'est-ce que, la dépression, on voit à peu près ce que c'est, vous la pouvez nous dire en deux mots oui, ce que c'est. Les gens savent à peu près ce que c'est aujourd'hui, c'est un manque d'entrain généralisé, une fatigue, de la tristesse, voilà. En gros, si on définit en 3 points comme ça très rapidement. On y reviendra, d'accord. Alors, vous nous parlerez aussi ce soir du burn-out. Alors le burn-out, c'est un syndrome, on verra ce que c'est, d'épuisement professionnel. C'est-à-dire que la personne va travailler, jusqu'à un moment où elle ne va plus pouvoir travailler, elle va s'effondrer. Et on verra que l'effondrement, après, ressemble à une dépression. Et vous nous parlerez du bore-out. Alors, c'est une expression qui vient outre-Atlantique, j'imagine. Voilà, oui. C'est... En fait, ça correspond à un ennui. C'est mourir d'ennui, en fait. Mais toujours en lien avec le travail. Toujours en lien avec le travail. Mais... que ça soit le burn-out ou le bore-out, alors ce sont des expressions qu'on utilise pour le travail, mais qu'on pourrait aussi utiliser pour d'autres choses. Voilà, quelqu'un qui serait en suractivité, par exemple une mère au foyer en suractivité, elle pourrait aussi faire un burn-out. Ou quelqu'un qui serait un chômeur, par exemple, il pourrait faire un bore-out. Mais en général, on utilise ces expressions pour les travailleurs. Très bien. Écoutez, chers auditeurs, bienvenue ce soir à notre antenne. Vous pouvez nous appeler ce soir en lien avec ce thème, la dépression, le burn-out, le bore-out. Si vous voulez des conseils en direct, n'hésitez pas à contacter la radio et vous aurez peut-être la chance de pouvoir parler avec Pascal Parinet au 01 56 56 44 00. Je rappelle que si vous appelez à l'antenne, eh bien c'est au standard qu'il y aura un accueil qui vous écoutera et puis vous direz vos intentions, votre désir d'intervention sur tel ou tel thème de la soirée, et après vous raccrocherez et on vous rappellera éventuellement à l'occasion. Je tiens à le préciser parce qu'il y en a quelques-uns qui se disent oui, mais si je reste si longtemps à l'antenne, peut-être que ça va me coûter cher en téléphone. Eh bien non, ça, l'appel ne dure que quelques instants à la radio et puis on vous rappelle éventuellement après. Vous avez aussi la possibilité de nous envoyer un email à l'adresse écoute-dans-la-nuit@gmail.com et pareillement là nous vous répondrons à l'antenne en fonction de vos questions, si vos mails ne sont pas trop longs bien sûr, mais vous pouvez bien sûr nous donner votre prénom et la ville d'où vous nous écrivez. Alors Pascal Parinet, rencontrez-vous souvent des personnes qui vivent une de ces 3 dimensions de dépression, le burn-out ou le bore-out ou la dépression, tout simplement? Alors la dépression, oui, ça touche quand même un certain nombre de personnes. Le burn-out et le bore-out. Alors le bore-out, ça n'augmente pas réellement. C'est quelque chose qui a existé à peu près tout le temps. C'est-à-dire l'homme des cavernes s'ennuyait peut-être de temps en temps dans sa caverne. Tout le temps, dans mon expérience, on va dire. Par contre, le burn-out, c'est quelque chose qui a monté d'une façon importante depuis 5 à 10 ans. C'est-à-dire qu'avant 10 ans, il y avait quelques burn-out, quelques personnes qui venaient pour un burn-out,
plutôt d'ailleurs relativement âgés. Donc c'était des personnes qui avaient, je ne sais pas, entre 40 et 50 ans et qui faisaient un burn-out. Aujourd'hui, on en voit beaucoup plus et on voit ça aussi beaucoup chez les jeunes qui commencent à travailler, ce qui n'était pas le cas avant. Les jeunes qui ont une vingtaine d'années. Voilà, alors un peu plus après les études et qui sont dans leurs premières années de travail. Donc on va dire les jeunes entre 23 et 26, 27 ans qui dès les premières années de travail, font des burn-out. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui est, alors pour le coup, qui est vraiment lié aux conditions de travail et notamment à l'ambiance et à l'agressivité dans le travail, ce qui n'existait pas tellement avant. Alors, l'agressivité, ça a toujours été, mais je trouve que ça a vraiment monté en quelques années. Est-ce que ce sont des fatalités, ce burn-out, ce bore-out, Pascal Parinet? Alors, ce ne sont pas des fatalités. D'abord, on peut les prévenir. Alors, normalement, l'entreprise a la responsabilité de les prévenir. La personne, quand elle commence à sentir que ça va mal, elle peut aussi le prévenir, soit si elle y arrive en prenant les dispositions elle-même, soit en se faisant aider. Et puis une fois que c'est arrivé, on verra, parce que c'est un syndrome, donc il y a un moment où ça bascule. Une fois que c'est arrivé, elle peut se faire aider pour aller mieux plus rapidement et surtout pour éviter la récidive. Alors quelquefois, j'entends dire que le burn-out et le bore-out sont des maladies, mais il me semble que c'est pas une expression très juste, Pascal. Non, ce ne sont pas des maladies, ce sont ce qu'on appelle des syndromes. C'est-à-dire que la maladie, on considère que c'est une pathologie. Un syndrome n'est pas considéré comme une pathologie, c'est un ensemble de symptômes, mais qui ne relèvent pas de la maladie. Voilà, c'est pour ça que quand on parle d'un burn-out ou d'un bore-out, c'est un ensemble de symptômes qui sont dus, alors pour le burn-out, à l'épuisement professionnel, mais c'est pas une maladie d'être épuisé professionnellement. Voilà, est-ce que le burn-out et le bore-out se mènent automatiquement à des dépressions, Pascal Parinet? Alors, en fait, on les appelle burn-out ou bore-out quand c'est une dépression. C'est-à-dire quand... donc ce sont déjà des dépressions. Alors, au départ, c'est un ensemble de symptômes qui vont aller en s'aggravant. Et puis, il y a un moment de basculement et là, la personne bascule dans... Alors... Pour moi, dans une dépression, maintenant, c'est pas reconnu comme une maladie professionnelle ou comme une dépression, en fait. Pour la simple raison, d'ailleurs, que si la personne change... Alors, déjà, il faut du temps pour qu'elle se remette, mais si elle change d'environnement, eh bien, ou si on lui diminue ses charges de travail, la situation s'arrange. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est on va d'abord voir un petit peu ce qu'est le burn-out, ouais. Et puis après le bore-out. Et donc, comment vous pourriez définir le burn-out, Pascal Parinet? Alors, la traduction française, c'est un syndrome d'épuisement professionnel. En fait, pour moi, c'est un syndrome de désadaptation. Et donc, ça va être un ensemble de réactions ou un ensemble de symptômes liés à une situation de stress professionnel qui est devenue chronique et qui va jusqu'à l'impossibilité de s'adapter au travail et donc à un effondrement.
On pourrait dire que dans le burn-out, il y a une rupture d'équilibre entre la pression du travail et puis les ressources dont va disposer la personne. En fait, elle va épuiser ses ressources à la fois physiques et psychologiques face au stress jusqu'à arriver à un état d'épuisement. Et donc dans cet épuisement, est-ce que les entreprises prennent en considération ce genre de situation, Pascal? Normalement, ils ont l'obligation. Aujourd'hui, les entreprises ont une responsabilité psychosociale par rapport à leurs employés. Donc, normalement, les entreprises ont l'obligation. Alors, il y a quand même des difficultés. Il faut d'abord que la personne se rende compte, parce que très souvent, elle va être dans un processus où elle va essayer de bien faire son travail. Elle va s'épuiser progressivement, mais elle ne va pas se rendre compte qu'elle va droit dans le mur, et le mur, c'est le burn-out, en quelque sorte. Donc, elle ne va pas forcément se signaler. Voilà. Après... Donc, c'est une rupture d'équilibre. Oui, c'est une rupture d'équilibre. Dans le travail. C'est-à-dire, en gros, c'est l'épuisement des ressources. On pourrait dire... de la même façon, si on courait en permanence et qu'il y a un moment, on va être épuisé et on va tomber. Oui, parce que je vois, il y a des personnes qui travaillent, vivant particulièrement dans les grandes villes, qui travaillent toute la journée, même tard le soir, oui. Et qui puisent dans leurs réserves. C'est dangereux, ça. Bien sûr que c'est dangereux. Qui commencent relativement tôt, qui prennent une pause minimum le midi et parfois pas de pause café, enfin pas de pause dans la journée, et qui finissent à 21h, 22h. Parfois, il y a des gens qui finissent même plus tard, ou qui, une fois rentrés chez eux, continuent à travailler. Ils passent leur week-end. Et on voit que là, les personnes sont prises dans un cycle sans fin de stress lié au travail. Et d'ailleurs, quelquefois, dans les week-ends, les personnes n'en profitent pas effectivement pour se reposer, mais elles continuent aussi à avoir d'autres activités, peut-être professionnelles. C'est vrai que quelquefois, c'est bien de ne pas travailler le dimanche, quoi. Et même peut-être toujours. Oui, normalement, c'est deux jours consécutifs, mais alors, en même temps, les personnes ont, en général, pour la majorité des personnes, ils ont leurs 2 jours de repos, qui soient plutôt le week-end, le samedi et le dimanche. Le problème avec la modernité, c'est qu'ils ont des smartphones qui reçoivent des mails. On pourrait presque dire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et qu'ils ont le stress et un sentiment d'urgence à répondre à ces mails. Et voilà, moi j'ai des patients qui reçoivent des mails, je ne sais pas, à 1h du matin par exemple. Et qui n'éteignent pas leur téléphone la nuit, quoi. Voilà, et qui se dépêchent de répondre à leur patron, ou le week-end. S'ils ont un dossier urgent à faire, ils vont y passer leur week-end à faire leur dossier. D'accord, très bien. Écoutez, merci Pascal Parignet. On va continuer sur le burn-out. On va faire une petite pause. Pendant ce temps-là, chers auditeurs, vous pouvez nous appeler, poser vos questions à Pascal Parignet au 01 56 56 44 00. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse écoute-dans-la-nuit@gmail.com. Mon invité, c'est Pascal Parignet, qui est gestalt thérapeute et formateur en relations humaines. Et il nous parle à la fois du burn-out, du bore-out, c'est-à-dire l'ennui au travail, et de la dépression. Et il essaye de faire le lien entre toutes ces, toutes ces dimensions qui peuvent arriver au travail. Voilà, c'est problématique.
qui peuvent arriver, même si elles paraissent très différentes. On va voir burn-out et bore-out, ça paraît complètement opposé, mais on va voir que c'est pas si opposé que ça finalement. Alors, on a déjà une question de Sébastien de Toulouse qui nous pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on connaît l'origine du burn-out et du bore-out? L'origine, on connaît en tout cas le facteur déclenchant. C'est le travail. Et l'origine, on pourrait la mettre, alors ça va paraître un peu fou de dire ça, ce sont des personnes qui veulent bien faire leur travail. Des perfectionnistes, mais pas seulement. Non, alors pas perfectionniste. Bon, il y a souvent une petite tendance perfectionniste, mais c'est normal de vouloir bien faire son travail. Voilà. Encore faut-il en avoir les moyens. Et puis, quand la personne pense bien faire son travail, ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est que quand on dit bien faire, il y a une dimension morale, c'est-à-dire qu'elle se raccroche à des valeurs morales. Or, le travail, c'est une question d'utiliser ses compétences, c'est une question de délai, de moyens, bien sûr, de régulation des charges de travail ou du flux de charges de travail. C'est pas vraiment une question de morale. Mais du coup, elle va rentrer dans un cycle de jugement, de vouloir toujours bien faire. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un moment, par exemple, moi, je quitte mon travail, je passe à autre chose. Dès que j'ai fermé la porte de mon cabinet, sauf très exceptionnellement, je pense plus à mes patients, par exemple. Donc, une des causes du burn-out, ce serait justement de ne pas faire de séparation entre le lieu de travail et le domicile. Oui, c'est-à-dire que le travail va envahir toute la vie de la personne. Et au moment de s'endormir, elle va penser à ce qu'elle a à faire demain. Parfois, la personne va se réveiller dans la nuit pour noter, pour pas oublier des choses ou continuer à réfléchir sur son travail. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas... Alors déjà, elle n'arrive pas à faire de pause dans la journée, très souvent. Mais surtout, elle n'arrive pas, en quittant son lieu de travail, à passer à autre chose, et notamment à sa vie personnelle ou à sa vie familiale. Et du coup, ça envahit tout son mental. Son travail devient un peu obsessionnel, en quelque sorte, dit autrement. D'accord, et donc ça peut arriver à la fois à des salariés qui... on demande beaucoup, mais pas obligatoirement. C'est d'ailleurs des personnes qui peuvent se dire il faut que je me mette au travail pour pouvoir bien faire, comme vous dites. Voilà. Mais aussi les créateurs d'entreprises, parce que quand j'en ai vu quelques-uns, et c'est effectivement là, c'est jour et nuit qu'ils s'y mettent. Oui, ça dure qu'un temps, hein, parce qu'après, ils s'effondrent aussi. Le problème des créateurs d'entreprises ou des indépendants, c'est la sécurité financière, qui est moins importante que pour des salariés. Et du coup, ils ont un stress par rapport à leur sécurité financière qui est plus important. Mais la problématique est la même, c'est qu'on a besoin de décrocher du travail de temps en temps pour se détendre, pour dormir, pour faire autre chose. Alors, quelles sont les caractéristiques du burn-out, Pascal Parinet? Alors, il y a trois aspects principaux. Le premier, c'est l'épuisement, c'est-à-dire la personne est vidée de son énergie. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler une insensibilité au monde environnant, donc le travail, mais parfois même par rapport à la famille, et une vision négative des autres qui va s'installer, et notamment du travail. Et puis, un sentiment
importante frustration de ne pas arriver à répondre correctement aux attentes, alors aux attentes professionnelles, à faire tout le travail qu'on lui donne, par exemple, et souvent avec une dépréciation de ses résultats. Et qu'est-ce qui pourrait caractériser maintenant le bore-out, donc cet ennui au travail, Pascal? Alors, voilà, le bore-out, si on le traduit, c'est l'ennui au travail. On pourrait dire, on parle d'ailleurs, il y a une expression courante qui dit s'ennuyer à mourir ou mourir d'ennui. Voilà, c'est un syndrome d'ennui en fait. Parce que quand une personne s'ennuie d'une façon chronique au travail, c'est-à-dire qu'elle n'a rien d'intéressant à faire ou qu'elle a été mise dans un placard, elle va essayer d'occuper son temps, mais sans vraiment avoir de véritable but, puisque son travail ne l'intéresse pas. Et elle va vivre, paradoxalement, cette situation comme stressante et comme dévalorisante. Et donc, elle va à la fois stresser de ne pas avoir de travail intéressant, mais elle va aussi se dévaloriser. Et progressivement, eh bien, elle va se sentir déprimée et perdre l'estime d'elle-même. Alors justement, on a sur le bore-out, j'ai une question d'un auditeur, de Benjamin. Lorsqu'on s'ennuie au travail, quels sont les signes qui imposent un départ nécessaire, voire urgent, Pascal? Dès qu'on est trop préoccupé sur une longue période par l'ennui, c'est-à-dire quand cet ennui devient chronique, quand on commence à avoir des problèmes de sommeil, à ne plus penser qu'à ça, et donc l'ennui déborde le travail et empiète sur la vie personnelle, quand on n'a rien pour compenser cet ennui. C'est-à-dire rien au travail. Rien, oui, mais rien au travail ou rien dans la vie, parce que parfois on peut accepter, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent ça, d'avoir un travail alimentaire, mais leur vie personnelle vient compenser en quelque sorte. D'accord, ils vont faire du sport, ils vont faire de la musique. Ils voient des amis, enfin, ils ont des activités. Donc en général, ça, les personnes qui ont ces activités extra-professionnelles n'ont pas de bore-out. Non, en général, si ça vient équilibrer l'ennui du travail. Et puis, il y a aussi la question mais quand même, il y a le désir de se rendre utile dans son travail. Bien sûr. Parce que bon, même si on a d'autres activités après, le fait s'il y a des personnes qui s'ennuient, c'est pas très gratifiant. Non. Alors après, c'est une question de temps et c'est une question individuelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont supporter ça quelques mois. Il y en a d'autres qui vont le supporter quelques années. Puis il y en a qui vont même arriver à supporter une dizaine d'années. Mais quoi qu'il en soit, il arrive forcément un moment où ça va déprimer la personne parce qu'on ne peut pas rester 8 heures par jour à s'ennuyer. Donc ça peut être... il peut y avoir un certain stress. Oui, bien sûr, ça stresse la personne. Parce qu'elle va chercher à s'occuper, mais comme elle est au travail, elle ne va pas trouver, puisque justement c'est le travail qui l'ennuie, elle ne va pas trouver d'occupation qui l'intéresse. Et du coup, elle est un peu coincée. Mais on va voir qu'une des solutions, c'est que ce soit pour le burn-out ou le burn-out, c'est justement d'utiliser ces situations comme levier de changement. Sauf que la personne, quand elle arrive, en tout cas jusqu'au burn-out ou au bore-out, elle n'arrive pas à s'adapter à cette situation pour en faire un outil de changement. C'est-à-dire un outil de changement pas professionnel, un outil de changement personnel. Personnel ou professionnel. Il vaut mieux changer d'entreprise
que d'arriver à un burn-out ou un bore-out avec 6 mois pour s'en remettre. Alors, Et alors, est-ce que, comment dire, donc il y a des personnes qui vivent un bore-out et qui sont en pleine dépression. C'est ça que vous voulez nous dire aussi, oui, c'est-à-dire pour que, faire le lien entre la dépression et... voilà, progressivement, vont ressentir, on va retrouver les mêmes aspects d'ailleurs que le burn-out et que la dépression, la fatigue ou l'épuisement chronique. Le repli sur soi avec une vision négative du travail et parfois des autres, et puis le sentiment de frustration lié au travail et la dévalorisation de soi. C'est-à-dire, quand vous parlez de dévalorisation de soi, ça peut être en lien avec un manque de confiance en soi? Bien sûr. Alors, de toute façon, ça vient impacter la confiance en soi parce que la personne, petit à petit, elle a l'impression de n'avoir rien à faire, si c'est le bore-out. Et puis, elle va se dire, mais si on me demandait quelque chose que je savais faire il y a 6 mois, il y a 1 an, je ne saurais plus le faire. Donc, elle va perdre sa confiance dans ses capacités ou dans ses compétences. Et donc, dans ces deux situations, on retrouve un épuisement, un repli sur soi. Voilà, un épuisement, un repli sur soi, parfois de l'agressivité, mais pas forcément exprimée, et une perte d'intérêt pour le travail, y compris dans le burn-out où la personne travaille énormément et en suractivité, mais il y a un moment, ce qui compte, c'est d'arriver à faire le travail et non plus l'intérêt du travail. Et puis surtout, une perte de sens qui va s'étendre d'abord au travail, mais après, souvent, à d'autres aspects de la vie. Et tout un tas de troubles somatiques, comme la perte du sommeil, des troubles alimentaires ou autres. Et donc, s'il y a des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, j'allais dire, ça peut toucher le métabolisme des personnes, c'est-à-dire l'équilibre physique. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que c'est pas reconnu vraiment comme une dépression d'ailleurs, parce qu'il y a aussi en fait, la personne, comme elle s'inquiète pour son travail, eh bien, elle va en perdre le sommeil, ou elle va être angoissée, ou elle aura plus d'appétit, elle va perdre l'appétit. Il peut y avoir Donc il peut y avoir des anorexies, des conséquences? L'anorexie, non. C'est quand même différent, mais en tout cas des modifications alimentaires. Voilà, quelqu'un qui s'ennuie au travail, il peut essayer de masquer son ennui par des addictions comme l'alcool, pour oublier qu'il s'ennuie toute la journée au travail. Ou des addictions au chocolat, par exemple. Ou au chocolat. Il vaut mieux que ça soit au chocolat qu'à l'alcool, d'ailleurs. Vaut mieux, mais c'est peut-être pas très bon non plus, quoi, pour le foie, au bout d'un moment. Mais en fait, ça vient toucher à la fois des aspects psychologiques, mais aussi par des somatisations ou par des comportements pour essayer de gérer. Ça vient toucher aussi l'aspect physique et puis l'épuisement. Quand une personne finit par avoir des troubles du sommeil ou autre, elle puise de plus en plus sur ses réserves, puis il y a un moment, il n'y a plus de réserve, donc c'est l'effondrement. Donc là, le corps donne à ce moment-là des signes d'alarme. Il faut faire quelque chose. Oui, et c'est important d'écouter tous les signes qui se passent, comme les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, l'état l'anxiété qui monte, les angoisses, tous les signes que la personne n'avait pas avant. C'est important de les écouter de façon à ne pas aller jusqu'au point de basculement. Très bien.
Bien, merci à Pascal Parinet. Je vous invite ce soir à continuer à nous appeler. Nous avons plusieurs appels au 01 56 56 44 00. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse écoute-dans-la-nuit@gmail.com. Le thème de ce soir, ce sont la dépression, le burn-out et le bore-out, l'ennui au travail. N'hésitez pas à appeler pour demander conseil auprès de Pascal Parinet. Ce soir, mon invité est Pascal Parinet. Nous parlons du burn-out, du bore-out et de la dépression. Et nous avons une auditrice en ligne qui nous appelle de Nantes. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est moins une question qu'un témoignage qui peut peut-être rendre service. Très bien. Alors, dans l'hiver 99-2000, j'avais alors 58 ans. J'étais donc à peu de temps de mon départ en retraite. J'étais donc enseignante, CAPES de lettres classiques dans l'éducation nationale, un collège du centre-ville. Alors, oui, je pense qu'en y réfléchissant, c'était un burn-out. Mort de mon père en 97, obligation de m'occuper de la succession, aller vendre une propriété de famille à 60 km de Nantes, ma sœur qui était dans un harcèlement, qui revenait en pleurs tous les soirs de crainte d'être licenciée. Un collège. Alors, l'éducation nationale, vous le savez autant que moi, des changements de programme, de méthode successifs, un changement de chef d'établissement justement à ce moment-là, voulant évacuer tous les vieux, eh bien, j'ai craqué. C'est-à-dire qu'elle a fait venir des inspecteurs et puis le jour de l'inspection, eh ben, je suis pas allée. Ce qui était évidemment une professionnelle. Alors après, s'en est suivi une note au rectorat, etc., quoi. Ouais. Donc Pascal Parinet, votre expertise. Bien sûr que j'ai fait des fautes. Alors, j'ai manqué, après j'étais arrêtée 2 mois, mais suivant le conseil d'amis qui m'ont bien conseillé et suivant ce que j'avais en moi-même, j'ai voulu non pas m'arrêter comme le chef d'établissement voulait, me mettre en retraite en me disant que j'avais les moyens. Ça ne la regardait pas. Ouais. Parce que j'habitais dans le quartier, alors ils avaient dû voir que j'étais dans une maison assez agréable. Alors, j'ai repris avec courage et j'ai fini la tête haute en juin 2001, allant, si vous voulez, non pas mise à la porte, mais finissant normalement. D'accord. Non, je sais pas si, voilà. Vous avez rebondi, quoi. Ben, là, oui. J'ai bien fait de reprendre mon souffle et de faire la dernière année jusqu'à l'arrivée en retraite normale en juin 2001. Oui. Mais le chameau, parce que je l'appelle comme ça, pour pas dire autre chose, le chameau, elle m'avait plus donné de français. Elle m'avait donné que du latin, histoire de dire vous êtes plus capable. Oui, alors bref. Moi ce que j'entends, il y a 2 aspects, mais votre témoignage est important parce que ça permet peut-être de comprendre pourquoi le burn-out n'est pas encore reconnu comme maladie professionnelle et pourquoi c'est difficile finalement de le reconnaître. Parce que dans ce que vous dites, oui. Il y a autant un aspect dépressif dû à des deuils. Oui. Vous voyez, le deuil de votre père juste avant, les problèmes de transmission, la difficulté avec votre sœur. Enfin, vous voyez, donc tout ça, qui peuvent entraîner en tout cas, je dirais plutôt un début de dépression et puis des aspects professionnels qui se rajoutent. Oui. On pourrait dire c'est vraiment un burn-out si, par ailleurs, il n'y avait pas tous ces phénomènes-là dans votre vie. Oui. C'est-à-dire, Pascal voilà, il y a beaucoup d'enseignants d'ailleurs qui font des burn-out liés au stress du travail. Oui. Mais
qui n'ont pas de deuil dans leur vie au même moment, ou qui n'ont pas des questions de transmission familiale ou autre. Ah oui. Vous voyez, oui, je comprends. Oui. Ça ne pouvait pas être considéré comme burn-out professionnel. Non, parce que... C'est ça, tout à fait. Voilà, mais c'est de toute façon, aujourd'hui, le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, justement parce que c'est difficile de distinguer qu'est-ce qui appartient de la vie personnelle et qu'est-ce qui appartient du travail. Oui, je comprends. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la malchance que tout arrivait en même temps. Voilà. Plus le départ en retraite. Oui, tout arrivait en même temps. Et je savais que je m'en sortirais pas. Voilà. Et là, on est plus sur un versant dépression lié. Et pourtant, j'ai jamais fait de dépression. Hein. Oui, mais en même temps, vous l'avez pas fait vraiment. Vous avez craqué, mais deux mois après, vous retravaillez. Ah oui, 2 mois après, j'ai repris. Oui. Donc, en fait, c'est... Oui. À la fois, il y a beaucoup d'événements qui vous mettaient au bord de la dépression et vous avez pu réagir et du coup reprendre votre travail, aller jusque... Et alors, comme vous en avez parlé précédemment, j'aime beaucoup votre émission, mais moi, je suis célibataire, sans enfant, sans homme dans ma vie. Et toute ma vie avait été consacrée à l'enseignement. Oui. Alors ça a été affreux. Parce que je me trouvais, à la fin, au seuil de la retraite, à me dire, mais alors quoi ? On me considère comme nulle alors que j'ai passé toute ma vie à... Voyez-vous ? Oui. Et ça a été affreux. Oui. Alors... c'est pourquoi, si je peux dire, que les jeunes enseignants... qui sont plus lucides peut-être que des gens comme moi, voient bien tous les aspects de ces questions-là. Parce que, voilà. En tout cas, ce qui est important, et ça c'est des points qu'on retrouve dans le burn-out et dans le bore-out, c'est l'idéalisation du travail. C'est-à-dire que si le travail prend trop de place, dans la vie de la personne, et s'il est trop idéalisé, à ce moment-là, quand ça fonctionne mal, ça fait une perte importante et voyez. C'est dommage parce que quand quelqu'un travaille moins bien, c'est pas au bénéfice de l'entreprise non plus, quoi. Donc les responsables devraient prendre soin de leurs salariés. Oui, tout à fait. Mais il y a un équilibre à trouver. Entre l'entreprise a des contraintes de rentabilité, en quelque sorte, et puis, mais en même temps, c'est le salarié qui fait le travail et qui est quand même une des ressources ou la première ressource de l'entreprise. Et donc, il y a un équilibre entre les contraintes de l'entreprise et puis le bien-être du salarié qui est à trouver. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que je voudrais poser une petite question? Oui, une dernière petite question. Est-ce que juste, qui est toujours à partir de là, mais d'ordre plus spirituel, si je puis dire. Mais je crois que je peux la poser. Oui, allez-y, bien sûr. Alors, il y a quelque temps, j'ai tout d'un coup eu dans le cœur un élan. Cette femme chef d'établissement qui est maintenant, qui va peut-être arriver à la retraite bientôt, comme moi-même j'allège ma maison, je me dis, mais est-ce qu'un geste, mais ça on est peut-être dans l'idéalisme vraiment, j'ai une très belle lithographie encadrée qui pourrait lui plaire, et je me disais, est-ce que je peux faire une sorte de pardon au sens chrétien en lui offrant cela? Ça n'a rien à voir avec le burn-out. C'est plutôt... C'est de la réconciliation. Oui, c'est une réconciliation. Parce que je lui en veux à cette femme. Je lui en veux. Et je me dis, est-ce qu'un geste... mais vous connaissez pas le contexte, c'est peut-être difficile de dire quelque chose. Si, ce que je peux vous dire, c'est d'abord de faire le pardon et après le geste.
Parce que ce qui est le plus important, c'est pas tellement le cadeau que vous allez lui faire, même si c'est généreux de votre part, c'est d'abord de trouver la paix en vous et de lui pardonner. Oui. Et de faire le geste avant. Si vous voyez, ça peut être un acte charitable en quelque sorte, mais qui serait en désaccord avec votre être profond si vous ne lui avez pas pardonné. Oui. Donc c'est important, d'abord vous lui pardonnez, Oui. et une fois que vous avez pardonné, si vous avez toujours envie, vous lui offrez ce cadeau pour vous réconcilier. Oh, écoutez, merci infiniment, je n'aurais jamais trouvé ça toute seule. Et encore merci de votre émission et de Monsieur Perrinet. Au revoir. Très bien, merci beaucoup Claude, bonne soirée. Bonne soirée. Alors Pascal, nous avons plein d'auditeurs qui nous posent plusieurs questions et nous avions une question de Fabienne. Suite à un burn-out qui a impliqué une dépression, je suis en arrêt depuis plus de 6 mois. À ce jour, je me demande si on peut reprendre réellement un travail comme avant, après un burn-out. Que faut-il faire, Pascal Perrinet ? Alors, j'ai envie de dire 2 choses. La première chose, c'est... ça montre à quel point il est important d'écouter les signes avant l'effondrement, c'est-à-dire avant de basculer dans la dépression, parce que 6 mois, voilà, un burn-out, on met du temps à s'en remettre. Donc ça, c'est écoutez bien les signes de fatigue, d'énervement, de sommeil alimentaire, d'angoisse, d'anxiété, avant que ça bascule dans le burn-out ou le bore-out. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, j'espère bien qu'elle ne reprendra pas le travail comme avant. Voilà. Parce que ça serait retourner dans la même configuration et refaire un burn-out. Et donc, reproduire la même situation. Alors, j'entends la question de la personne. La personne, c'est... elle a une crainte de ne pas arriver à travailler comme avant. Une fois qu'on a récupéré, oui, il n'y a pas de problème. Elle pourra retravailler comme avant, dans le sens d'avoir un emploi et mettre en œuvre ses compétences. Mais par contre... c'est important qu'elle se pose la question de quelle place prenait son travail dans sa vie et de réajuster cette place-là de façon à ne pas refaire le même processus et retomber à nouveau dans une dépression. Très bien. Alors justement, la dépression, est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu cet état, oui, Pascal Perrinet? La dépression, c'est ce qu'on connaît assez bien. C'est une perte de l'énergie caractérisée aussi par un sentiment de tristesse, de l'anxiété. La personne est découragée, elle est lasse. Elle a l'impression de ne plus pouvoir affronter les difficultés de la vie. Voilà, qu'elle a des difficultés à prendre des initiatives, elle souffre de son sentiment d'impuissance. Souvent, elle va se sentir coupable en plus de ne plus pouvoir faire des choses qu'elle faisait avant. Voilà, en gros, un peu tous les symptômes. En même temps, j'ai envie de distinguer les différents types en classe. Il y a différentes formes de dépression, Pascal. Voilà, il y a à peu près une dizaine de formes, mais on les classe en 3 grandes familles, qui sont les dépressions endogènes ou structurelles. Celles-là, on ne va pas trop en parler. Ce sont les dépressions chroniques, donc qui nécessitent des médicaments. Ensuite, il y a les dépressions événementielles et les dépressions existentielles.
Et c'est plutôt de cela qu'on va parler parce qu'elles rejoignent le burn-out et le bore-out. C'est Jean-Marie Marcet dans l'émission Écoute, thérapeute et formateur en relations humaines, aborde la question de la dépression, du burn-out et du bore-out. Le bore-out, c'est une expression moins connue qui est justement l'ennui au travail. Nous en avons parlé, nous pourrons revenir ce soir dans cette émission. La dépression, parce qu'on arrive à une dépression suite à l'ennui au travail, quoi. Alors tout à l'heure, Pascal, vous nous présentiez justement toutes ces dimensions et la dépression justement, qui est un facteur commun de ces états. Et vous nous disiez qu'il y avait différentes formes. Est-ce que vous pourriez nous parler de la dépression, les dépressions endogènes ou structurelles? Alors non, justement, celles-là, j'ai pas envie d'en parler parce qu'elles n'ont pas de lien. Ce sont des dépressions chroniques, donc qui nécessitent un traitement par médicament. D'accord, alors les dépressions événementielles. Voilà, alors les sont-elles? Alors ce sont des dépressions qui se déclenchent suite à un ou à une succession d'événements. Et donc elles sont en quelque sorte la conséquence d'événements. Le témoignage d'avant parlait d'un deuil, de difficultés avec une sœur, de transmission familiale, de préparation de la retraite et de stress au travail. On est dans une dépression qui est liée à tout un contexte d'événements. Parfois, ça s'enracine aussi dans des vécus difficiles dans l'enfance ou l'adolescence et ça va être un événement qui va venir déclencher, mais parce qu'il y a une racine antérieure. Et puis d'autres fois, c'est quand il y a une perception d'un avenir qui est complètement bouché, par exemple. À ce moment-là, ça peut aussi être de l'ordre d'une dépression événementielle. Et donc, vous aviez parlé tout à l'heure aussi de dépression existentielle. Oui, alors ça, ce sont des dépressions qui sont liées à ce qu'on appelle les pressions existentielles, donc qui sont liées à notre humanité et auxquelles on est tous confrontés, mais quand on y est confronté d'une façon excessive, sans trouver les moyens de s'adapter, à ce moment-là, ça peut déclencher des dépressions. Par exemple, si la personne perd ou n'a pas de sens dans sa vie ou qu'elle perd le sens de sa vie, eh bien à ce moment-là, progressivement, elle va perdre le goût de la vie et elle va sombrer dans une dépression. Alors moi j'ai un message de Françoise qui nous raconte une situation. Alors je vais pas tout lire parce que c'est un mail qui raconte beaucoup d'événements. C'est une personne qui a vécu des choses difficiles dans sa famille, voilà. Et aujourd'hui, le réel la renvoie chaque fois à son passé. Et elle a une voix sourde et elle craint bientôt de ne pas pouvoir gérer ses affaires et ne peut compter sur personne pour l'aider. Alors j'imagine que c'est au niveau de sa vie personnelle. Oui. Donc c'est assez difficile. Que faire, Pascal Parigné? Justement, se faire aider. C'est-à-dire rencontrer quelqu'un qui puisse l'aider. Rencontrer quelqu'un qui puisse l'aider. En formation humaine. Alors, suivant, parce que là, on a le mail. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle sent un mal-être qui, j'ai l'impression, va plutôt en s'aggravant. Et qu'elle ne trouve pas de ressources à l'extérieur, en gros. Et donc, c'est important qu'elle se fasse aider, justement, avant de basculer dans une dépression. Et c'est là où, tout au début, on disait que c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que si on se fait aider, voilà, dès qu'on voit que ça commence à aller mal, eh bien, très vite, on va trouver en soi et à l'extérieur des ressources.
Mais pour ça, parfois, on a besoin de demander de l'aide. Alors, ça peut être des amis, ça peut être un psy quand on est en souffrance. Mais c'est important de se faire aider. Et à ce moment-là, on évite de basculer dans la dépression. Et puis quand la dépression est déjà là, il faut encore plus se faire aider, mais ça va demander un peu plus de temps qu'en préventif pour en sortir et puis surtout pour éviter les récidives. Très bien. Merci Pascal. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous rappeler l'adresse à laquelle, justement, parce que cette personne, Françoise, demande une adresse. Alors, comme je ne sais pas d'où est-ce qu'elle a écrit, bien sûr, je rappelle aux auditeurs, dites-nous bien d'où vous nous appelez, ou d'où vous nous écrivez. Pascal. Alors, elle peut aller sur le site IFPsy. Alors, I comme institut, F comme formation, psy comme le début de psychothérapie, donc psy.com, ifpsy.com. Et là, elle pourra, il y a moyen de nous écrire sur le site internet. Voilà. Très bien. Alors une autre question de Marie-Christine. Comment font les prêtres et les religieuses qui ont beaucoup d'activités, quelquefois des prêtres qui ont des dizaines et des dizaines de clochers, comment font-ils pour éviter le burn-out? Est-ce qu'il y en a qui viennent vous voir ou qui... Alors il y a des prêtres qui font des burn-out, bien sûr. S'ils n'arrivent pas à s'arrêter, ils font des burn-out. Alors après, il y en a beaucoup aussi qui prennent des temps de retraite dans un monastère, par exemple, c'est-à-dire que régulièrement, tous les 15 jours ou tous les mois, ils font une retraite de 2 jours, 3 jours, 4 jours dans un monastère au calme. Voilà. Et puis ils ont aussi la liturgie des heures qui leur permet de faire une pause. Pour eux, c'est pas une pause puisque c'est leur vocation, mais on pourrait dire une pause par rapport au tumulte de la paroisse à gérer. Donc ils se retrouvent, ils prennent des temps de prière. Donc il y a les temps de prière et puis pour beaucoup des temps de retraite dans des monastères pour justement pouvoir se ressourcer. Parce que sinon, un prêtre qui serait pris que par la gestion de ses paroisses, il y a un moment, si c'est trop, il risque le burn-out comme tout le monde. Oui, j'ai le souvenir que le père Guy Gilbert nous disait à cette antenne qu'il prend très régulièrement, au moins tous les 15 jours, enfin surtout tous les 15 jours, 3 jours de repos où il va dormir 2 nuits, vraiment dans un lieu où il ne va pas travailler, où il va vraiment te repos. Parce que comme il travaille de jour et de nuit, c'est vraiment essentiel de pouvoir faire un break. Voilà. Alors, je rappelle, le burn-out, c'est bien ce syndrome d'épuisement professionnel. Ou à la maison, vous disiez, une mère de famille peut avoir un burn-out. Une mère de maison, d'une certaine façon, elle travaille. Alors, pas salariée. D'accord. Mais c'est un travail de gérer la maison, de gérer tous les enfants, les sorties des enfants et autres. Et alors, on n'appelle pas ça un burn-out, on dira que c'est une dépression. Mais c'est le même phénomène s'il y a trop de stress dû à tout ce qu'il y a à faire et que la personne n'a pas les moyens de faire face à tout ce qu'elle a à faire. Alors, est-ce qu'on parle toujours de dépression ou de syndrome, Pascal Parinet? Alors, justement, c'est une question parce que quand on regarde le burn-out, le bore-out, même si ce sont des syndromes, ils rejoignent quand même la dépression. On a les mêmes sentiments d'épuisement, la même perte d'intérêt ou de motivation, le découragement, le même sentiment de ne pas être à la hauteur,
l'anxiété, les angoisses, la dévalorisation de soi, la culpabilité. Et parfois, ça va jusqu'aux pensées suicidaires ou même au suicide dans certains cas, comme il y a eu dans certaines entreprises. Voilà. Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des syndromes, mais quand la personne est vraiment basculée, elle est basculée en dépression. Jusqu'au point de basculement, c'est un syndrome. Une fois que c'est basculé, la personne, elle est basculée en dépression. Alors tout à l'heure, vous disiez que ce n'était pas pris en compte dans les entreprises parce que il est toujours très difficile d'en définir la cause. Exactement. Alors par contre, moi je pense que c'est important que chaque personne qui vit des changements dans sa vie ou une sorte de, de dégradation de la vie, qu'il cherche les causes. Parce que souvent, on essaie de guérir, mais sans chercher les causes. Et ça, c'est, tout le travail, médical, ou même, rationnel de chaque personne, de pouvoir dire, mais si je suis dans cette situation, pourquoi y suis-je ? Oui. Pascal Parinet. Les causes et le comment. Parce que dans les causes, par exemple, on pourrait dire la personne qui veut bien faire son travail. Ça, c'est une des causes et qui n'admet pas de baisser un niveau de qualité de son travail, par exemple, quand il y en a trop. D'ailleurs, j'ai l'impression aussi que beaucoup se disent « il faut que je travaille beaucoup pour gagner beaucoup d'argent pour faire vivre la famille ». Mais est-ce que c'est toujours nécessaire d'avoir ce raisonnement, Pascal Parinet ? Non, c'est pas... Non, parce que évidemment, là, on est dans une radio chrétienne, donc effectivement, moi je pense aussi qu'en voyant par exemple Marie et Joseph, la Sainte Famille, Dieu a choisi de s'incarner en Marie dans cette famille, alors que c'était le Fils de Dieu, il aurait pu avoir droit à plus, alors que le papa est simplement charpentier. Oui. Ils auraient pu, dans les conditions d'aujourd'hui, les gens auraient pu se dire « Ah ben non, on n'a pas de quoi vivre avec un enfant. » Mais là, non. Alors, on peut vivre humblement. Voilà, parmi les causes, on peut prendre vouloir bien faire son travail, on peut prendre le sentiment de responsabilité financière de la famille et de vouloir gagner plus d'argent pour offrir plus. En même temps, ce qui est important en famille, c'est d'abord la qualité du temps passé ensemble. Oui. Plus que, je ne sais pas, d'offrir des beaux jouets à ses enfants à Noël, par exemple. Même si les jouets sont un peu moins coûteux, c'est pas grave, s'il y a des moments de qualité. Et puis... voilà, donc regarder les causes, le sens, la place qu'on met au travail, ça c'est quelque chose d'important. Oui, parce que souvent le facteur déclenchant, c'est la situation professionnelle. Oui, pour burn-out, bore-out. Et en fait, c'est que la personne donne une place trop importante à son travail. Quelque part, le travail est un peu idéalisé et prend beaucoup trop de place dans la vie. Alors ça peut être pour des raisons financières, ça peut être pour des raisons de statut social ou d'image sociale, pour plein de raisons. Mais voilà, c'est important de relativiser la place du travail, en tout cas que ça ne soit pas au détriment de sa santé. Alors, il y a d'autres points communs entre le burn-out, le bore-out et la dépression, Pascal. Alors, oui, le premier, c'est le contrôle. C'est-à-dire que la personne se met dans un processus de contrôle où elle va chercher à tout contrôler, voilà, pour arriver à tout faire ou à contrôler son ennui. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, l'ennui. Ou quand il y a trop de travail, on ne peut pas contrôler de tout faire. Voilà, on peut faire les choses les unes après les autres, mais on ne peut pas tout faire et souvent la personne veut tout faire en même temps. Et ça, c'est pas possible. Et donc, elle rentre dans un système de contrôle qui va l'angoisser, la stresser encore plus et c'est un cercle sans fin.
ce qu'on retrouve aussi, c'est des mécanismes d'évitement. Voilà, d'éviter les tâches trop stressantes ou trop ennuyantes, d'éviter certaines personnes, d'éviter ses collègues ou d'éviter son chef, des oublis, des actes manqués, et puis qui vont mener un peu à un travail à la dernière minute, c'est-à-dire que la personne va se mettre en permanence en situation d'urgence. Ce qui va finir par augmenter le stress et surtout donner une suractivité, soit pour réussir à faire les charges, soit pour éviter l'ennui et passer dans une fuite dans l'activité. Un autre aspect qu'on retrouve chez les trois, c'est les blocages qu'on va retrouver à différents niveaux. Au niveau intellectuel, parce que la personne va perdre la capacité à penser sa situation. Voilà, tout à l'heure, vous disiez prendre du recul pour regarder les causes. La personne est prise dans un processus qui, justement, l'empêche de prendre ce recul et d'évaluer sa situation d'une façon raisonnable. Au niveau émotionnel, souvent, il y a un blocage des émotions qui va mener à ce qu'on pourrait appeler des pétages de plomb ou de la violence. Voilà. Alors, la violence extrême, ça va être les suicides, mais parfois, il y a des gens qui se mettent à frapper leurs collègues parce qu'à un moment, ils n'en peuvent plus. Et puis des blocages corporels comme la respiration, mais on va retrouver aussi plein de blocages musculaires comme le dos bloqué, les sciatiques, les torticolis, les lumbagos, voilà, tout ça, ce sont des signes. Est-ce que, c'est une question d'Alicia, est-ce que aussi peut y avoir comme signe le fait d'avoir des problèmes cardiaques? Alors, oui. Il y a même le mot japonais du burn-out. En fait, il y a plutôt un mot japonais, alors je ne l'ai plus en tête, parce que je ne pourrais pas vous aider. Qui parle de la mort au travail. C'est-à-dire que c'est un burn-out, mais qui se finit en crise cardiaque au travail. Et donc, il y a un mot spécial pour ça. Alors oui, ça peut donner des problèmes cardiaques. De toute façon, après, ça peut donner toutes les somatisations en fonction du terrain de la personne. C'est-à-dire que certains, ça va être cardiaque, d'autres, ça va être de se bloquer musculairement, donc les lumbagos, les sciatiques, les choses comme ça. Et puis d'autres, ça va être alimentaire, d'autres, ça va être le sommeil. Mais ça peut somatiser sur différents terrains. Il y a aussi d'autres points mains. Le repli sur soi qu'on trouve toujours... Entre la dépression, bien sûr, les liens entre la dépression, burn-out et burn-out. La personne finit par s'isoler et se replier sur elle-même, alors que son vrai besoin, c'est justement l'inverse, c'est de s'ouvrir aux autres. Mais dans les processus, et puis surtout la rumination, je disais que ça envahissait toute la sphère y compris la sphère personnelle, la personne rumine sans arrêt son travail, ce qu'elle a à faire ou ce qu'elle n'a pas à faire, ou ce qui ne l'intéresse pas, ou ses charges, ou la prochaine réunion. Elle va être dans une anticipation permanente en ruminant son travail. Voilà, une anticipation un peu négative. Alors, négative. Il y a aussi la perte de l'estime de soi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La perte de l'estime de soi, de la confiance en soi, ce qui va encore augmenter le stress. Et puis, un point important, c'est la perte de sens. C'est-à-dire que la personne va perdre le sens de son travail.
et dans la dépression, ça peut être le sens de la vie, mais son travail n'aura plus de sens parce qu'elle est prise par un courant où finalement c'est plus que du métro boulot dodo et voilà, et encore quand il reste le sommeil, et du coup le travail n'a plus aucun sens, même si la personne gagne de l'argent, ça n'a plus de sens non plus. Et puis quand c'est le bore-out, c'est l'ennui, et donc ça n'a pas de sens non plus. Très bien, merci Pascal. Alors on va, après cette pause, découvrir un petit peu comment s'en sortir. Ce sera la question que je vous poserai. Pendant ce temps-là, bien sûr, vous pouvez continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 et l'adresse email écoute-dans-la-nuit@gmail.com. La question, enfin le thème de ce soir, c'est la dépression, le burn-out et le bore-out, l'ennui au travail. Ce soir, avec Pascal Parinet, nous abordons la question de la dépression, du burn-out et du bore-out. Alors, vous êtes nombreux à poser des questions. Alors, on ne va peut-être pas passer tout le monde, mais il y a Israël qui posait la question suivante. Le burn-out dans le monde du travail peut-il se comparer au décrochage scolaire ou universitaire quand on perd pied dans les études, Pascal? Alors, il arrive que des étudiants en prépa ou au moment de concours, par exemple, fassent des burn-out, mais on ne peut pas le comparer au décrochage scolaire d'un jeune qui décroche au lycée ou même en fac. C'est d'un autre ordre. Voilà. C'est peut-être une blessure qui... Voilà, ça va être des difficultés personnelles ou autres, mais c'est d'un autre ordre. Mais par contre, ça arrive de temps en temps, quand il y a beaucoup de stress dans les études, que des jeunes fassent un burn-out. C'est quand même assez rare. Ah. Alors, nous avons un auditeur en ligne qui nous appelle d'Ivry-sur-Seine. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Pascal Parinet, monsieur Pascaronet. Bonsoir, monsieur... je confonds, j'inverse les noms. Monsieur... c'est Jean-Marie. Voilà, et Jean-Marie Pascal. Marseille. Oui, et bonjour, monsieur Parinet. Ça fait bien longtemps. Il y a longtemps que je vous avais téléphoné. Ça remonte à 5 ans, au moins, pas loin. Hein? Oui, je vous retrouve. Alors, vous avez un témoignage ce soir, Michel. Oui, témoignage, oui. Ou une question. Moi, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé. Je n'ai jamais eu de métier. Hein, donc, j'ai fait, comme on disait à l'époque, 1000 métiers, 1000 misères. Hein. La plonge, passage de câble dans les centres téléphoniques, passage de câble dans les tranchées, plongeur, gardien, etc. Moi, en fin de compte, vu le travail était si dur, parfois, il fallait supporter le travail. On avait des contraintes parfois. Les eaux, c'était à l'époque, il y avait une grande société de trucs, qui s'est versée un peu dans l'armement et qui était menacée à l'époque par l'OLP, qui menaçait de faire tout sauter. Il fallait de 24 heures 24 surveiller à la nuit. J'étais en brigade de nuit à l'époque, gardiennage, donc pour surveiller. Sinon, écoutez-moi, ça paraît peut-être paradoxal, mais moi, ça n'a jamais été triste pour moi le pouvoir. Alors je dis cependant, il y a bien des jours, on était un peu triste, il y a bien des jours un petit peu moroses, mais en général, moi, ça s'est bien passé. J'ai bien rigolé, je me suis pas ennuyé, et comme après est venu en période de longue maladie, mais ça, c'était, je l'ose répéter, ça a été autre chose, c'était en période de maladie. Même en période de maladie, j'arrivais quand même à avoir le bon moral, à prendre des morales et tout ça, et sans me vanter, ça a été une bénédiction pour des collègues malades qui étaient avec moi, et qui venaient me voir pour ça. Et puis ça, Michel, était toujours un genre bout en train, t'arrives à monter le moral, t'arrives à faire des choses comme ça, c'est tellement spécial en soi. Du coup... Alors, oui, Pascal, oui, qu'est-ce que vous pourriez dire? Vous êtes un anti-burn-out et un anti-bore-out au travail. Oui, expliquez-nous pourquoi, Pascal. Attendez, parce que moi, ce que j'entends, c'est d'abord votre bonne humeur. Oui. Voilà. Et puis, la relation aux collègues, c'est-à-dire que vous entreteniez des bonnes relations avec vos collègues et autres. Ah oui, du mieux, oui, bien sûr. Et ça, c'est des choses importantes
pour combattre justement le stress au travail, d'y mettre de la bonne humeur, en tout cas, d'y mettre des relations sociales et de l'ouverture aux autres et de partager avec les autres. Voilà. Oui, bien sûr. Bah oui. Maintenant, vous savez que, M. Barnier, je suis retraité. Hein. Oui. De mon premier versement retraite, je l'ai eu en décembre 2006. Hein. Donc maintenant, je suis à la retraite. Bon, en 2008, j'ai fait une aspergillose. Hein. C'est un champignon cannibale. Le seul moyen pour le traiter avec moi, parce que comme c'est une maladie rare, il est encore mal connu pour trouver des antibiotiques pour le détruire. Donc, c'est le billard, comme on dit. Hein. Voilà, Ouais. des trucs comme ça. Voilà. Bon, ben même là, je sais pas, c'était spécial en moi. Alors, je suis devenu chrétien quand même en 1984, parce que j'ai connu 31 ans d'athéisme. Et justement, est-ce que vous avez lu des choses dans la Bible en lien avec le thème de ce soir, Oui, la Michel? Bible. Vous savez, bon, déjà dans la période anarcho-gaucho-communiste que j'ai connue, déjà, ça booste. On a une devise d'ailleurs dans le monde révolutionnaire qui dit un révolutionnaire triste est un triste révolutionnaire. Voilà, mais Bon, c'est la même devise chez les chrétiens, on dit. Oui, c'est ça. Mais là, le jour spécial, plus que spécial, il n'y a pas de mot assez beau pour le gagner. C'est quand j'ai franchi cette frontière de l'athéisme. 31 ans, d'ailleurs, Paul a dit, nous suivions, chacun suivait sa voie, chacun suivait son chemin, faisait ce qu'il voulait. Hein. Bon, voilà. Mais une fois que j'ai franchi cette frontière, on va dire, du naturel au spirituel, hein, surnaturel, ça c'est un peu autre chose, hein, mais spirituel, ça a été un bouleversement total, et je n'ai jamais rencontré autant de bonheur, autant de joie, qu'en lisant la Bible et tout ça, même si parfois j'y comprenais rien, après j'ai eu des pasteurs pour m'enseigner, jusqu'à mon pasteur là qui était à Blanc-Ménil, car il vit voilà. Bon, je suis fidèle depuis très très longtemps à mon assemblée, hein, soyez fidèles en toutes choses, hein, surtout à vos pasteurs, à vos bergers, qui vous guident, hein. Mais là, moi, même quand j'ai communié, il y avait Voilà, je pense qu'on va vous remercier pour votre témoignage. Merci beaucoup, Michel, pour votre témoignage. Effectivement, là, c'était un bon exemple joyeux, en tout cas, qui nous montrait... joie au travail et de joie dans la retraite aussi. Oui. Alors, je crois que Michel aussi voulait citer un passage dans la Bible qui dit « Vous voulez gagner toujours plus et manger le pain de douleur ». Ça, c'est un passage biblique qu'il avait mentionné lorsqu'il nous avait appelé tout à l'heure. Effectivement, lorsqu'on cherche à trop travailler, on mange peut-être quelquefois un pain de douleur. Quelquefois, il faut savoir lever le pied. Et justement, quelles sont les solutions? Comment s'en sortir pour ceux qui vivent un burn-out, une dépression ou un bore-out? Pascal Parinet. Alors, la première des choses, c'est d'apprendre à se respecter et à poser des limites. Alors, ça signifie d'être à l'écoute de ses besoins pour pouvoir poser des limites claires. Alors, dans le travail, c'est en termes de charge de travail, de quantité de travail, en termes d'horaire de travail, en termes d'intérêt. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, d'oser dire, d'oser en parler. Donc, s'écouter, mais aussi s'exprimer et oser nommer des limites acceptables pour soi-même. Voilà, si votre patron il vous propose une réunion à 8 heures du soir, non, à 8 heures du soir, on ne fait plus de réunion, quoi. Y a des limites. Voilà. Et de la même façon, il est aussi important d'apprendre à poser des limites entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est-à-dire que quand on quitte le bureau, eh bien, une fois qu'on a franchi la porte de l'immeuble, on passe à autre chose. On ne continue pas à travailler, à penser travail une fois qu'on a passé la porte de son bureau. Voilà, donc poser des limites claires. Et ça, il faut le faire le plus tôt possible. J'ai envie de dire à un jeune, quand il se fait embaucher, assez vite, il faut qu'il pose les limites de ses horaires et de ses charges de travail
pour habituer, c'est plus facile d'habituer son responsable avec des limites assez tôt que de les dépasser allègrement et d'essayer de revenir en arrière. Donc, poser des limites, sortir d'une vision culpabilisante. Voilà, on en a un peu parlé. Beaucoup de personnes perçoivent le travail ou parlent du travail en termes de morale. Bien faire ou mal faire son travail. Et en même temps, c'est difficile de reprocher à quelqu'un de vouloir bien faire, mais le travail, c'est pas une question de morale, comme on l'a dit. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, mais de mettre en œuvre des compétences, de faire dans certains délais, avec un certain niveau de qualité. Et si les conditions professionnelles se dégradent, eh bien alors il est normal de faire des compromis. C'est-à-dire, si on vous demande un travail dans 1 heure, vous ne pouvez pas fournir la même qualité de travail que si on vous le demande pour dans 1 semaine. On ne peut pas approfondir de la même façon. Et donc, ça veut dire d'accepter de moduler la qualité et la quantité de travail en fonction des charges, des délais, et, voilà, et donc de faire des compromis. Il y a aussi, on parlait du repli sur soi. Donc, comment faire pour sortir de cet isolement, Pascal? Voilà, aller vers les autres. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce dont la personne a le plus besoin quand elle est en situation de stress professionnel. C'est important de veiller à la qualité des relations, de s'ouvrir aux autres. Alors, on parlait bien. Alors, je rappelle une petite chose parce que hors antenne tout à l'heure, vous me disiez, mais c'est le bore-out. Donc, c'est-à-dire l'ennui au travail, c'est un ennui qui peut être aussi en dehors du travail, c'est-à-dire les personnes qui sont au chômage. Aussi, oui. Donc, on parle du travail ou en dehors du travail, mais c'est en lien avec justement une situation professionnelle voilà, qui est un peu bizarre. C'est directement en lien avec le travail. Qui n'est pas normal en tout cas. Voilà. Ouais. Et donc, dans ce cas-là aussi, pour sortir de l'isolement, parce qu'il peut y en avoir un, vous conseillez aussi de pouvoir s'ouvrir et rencontrer des personnes dans ces situations-là. Voilà. Dans toutes les situations de stress liées au travail, c'est important d'en parler avec les autres. Alors que ce soit de dire j'ai trop de charges, je m'en sors pas, tout ça, et puis les autres vont donner des solutions ou pas, ou je m'ennuie, mon travail n'est pas intéressant. Voilà, c'est vraiment important d'en parler pour évacuer le stress. Et puis, alors ça peut être d'en parler avec ses collègues, d'en parler avec son responsable quand il donne trop de travail. Et quand on est vraiment en situation de risque, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment, on est à la limite de l'effondrement, d'en parler au médecin du travail, au DRH, pour mettre en place des choses. Justement pour protéger le salarié, parce que l'entreprise a obligation de protéger le salarié. Et puis, si ça ne suffit pas, d'en parler avec un psy qui, lui, va aider à remettre les choses, d'abord à remettre des limites, et puis à faire tout un travail sur les différents points qu'on va voir. Très bien, alors on les verra juste après cette pause. On verra comment quand se poser la question de la place du travail, entre autres, ouais. Pascal. Et nous répondrons peut-être encore à vos questions si vous nous écrivez un mail, parce que là, maintenant, à partir de maintenant, ça va être un peu tard de prendre les appels téléphoniques, mais vous pouvez nous écrire encore à l'adresse écoute-dans-la-nuit@gmail.com en lien avec ce thème de dépression, burn-out ou bore-out. Pascal Parinet, ce soir, vous nous parlez justement du bore-out, du burn-out et de la dépression. Et
ceux qui justement vivent ces dépressions doivent se poser un petit peu la question de la place du travail dans leur vie. Oui, parce que finalement, quand on regarde pour le burn-out et le bore-out, ils sont aspirés par le stress ou par l'ennui et ils n'arrivent plus du tout à relativiser la place du travail dans leur vie. Et finalement, le travail vient prendre toute la place, en tout cas dans leur vie ou dans leurs pensées. Ce qui revient au même, jusqu'à parfois devenir un enjeu vital. Et on voit, par exemple, quand il y a des suicides au travail, là, on est vraiment dans l'enjeu vital. Et au fond, ça veut dire qu'il y a la question du sens du travail dans la vie. Et très souvent, eh bien, quand c'est le burn-out ou le bore-out, eh bien, il y a une perte de sens, en premier du travail, mais aussi plus globalement de la vie. Et il est alors nécessaire de renouer avec ce qui fait sens dans sa vie. Voilà, la famille, les amis, la spiritualité pour ceux qui sont croyants, les valeurs, même les loisirs, le sport ou la santé, enfin, de retrouver un peu tout ce qui fait sens dans sa vie de façon à pouvoir rééquilibrer la place du travail. Et donc tout à l'heure, vous parliez aussi d'utiliser la situation comme un levier de changement. Oui. On peut revenir dessus ? Oui, parce que il est préférable d'être acteur et d'utiliser une situation même difficile plutôt que de la subir. Et finalement, quand on regarde les premiers signes du burn-out ou du bore-out ou les premiers symptômes, finalement, ils sont là pour informer la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son travail et dans sa vie. Et donc, ça peut l'aider à prendre conscience de ce qui ne va pas, à se poser les bonnes questions et à corriger la situation. Alors, on a parlé, par exemple, de mettre des limites, des limites d'horaire. Ça peut être aussi des limites de se faire respecter. Si on a un chef qui parle d'une façon hyper agressive, et aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes me dire que vraiment, il y a une agressivité au travail qui est vraiment très élevée et une incorrection. Alors à la fois on est copains, on fait les after-work, il faut parler de sa vie perso, de ses amours, de tout ça, et puis derrière on se traite comme n'importe quoi. Et donc de corriger tout ça, voilà, et du coup d'utiliser la situation de stress pour dire plutôt que de me laisser emporter et d'aller dans ce sens-là, je vais me poser les bonnes questions, voir qu'est-ce que je peux corriger. Et au besoin, ça peut être se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux pas changer d'entreprise parce que je suis dans une société qui ne respecte pas les gens ou qui donne beaucoup trop de charges, ou parce que mon travail est vraiment inintéressant et que mon chef me bloque, vaut mieux que j'aille voir ailleurs et que je reparte avec du neuf, par exemple. Donc, voilà. En tout cas, utiliser cette période comme outil de changement et non pas comme quelque chose qui est subi. Et donc, il faut faire un travail sur soi aussi. En tout cas, quand la personne... Pour sortir de la dépression. Voilà, quand la personne n'arrive pas à faire par elle-même de poser des limites et de redevenir acteur de sa vie, y compris au travail, eh bien, elle a besoin de faire un travail sur elle-même, de se faire aider, parce que tout seul, c'est pas facile. Voilà. Alors, se faire aider, comme vous le disiez, par des amis. Alors, par des amis. Ça peut être aussi par un prêtre. Hein. Les prêtres ont aussi cette grâce de pouvoir accompagner. Ou alors par un psy. Par un psy. Et plus on est près du burn-out ou du moment où ça bascule, plus au début, les amis, ça va être relativement facile. Ils vont donner des conseils pour corriger.
Et plus on monte dans le stress et dans les symptômes, plus il faut aller vers le psy. Et puis En général, le prêtre renvoie justement très souvent pour aller voir un psy voilà. s'il y a vraiment besoin. Quoi. Ouais. Et puis une fois que le point de basculement est franchi, il faut aller voir le psy. Alors pour 2 raisons. La première raison, c'est pour traiter la dépression liée au burn-out ou au bore-out. Et puis la deuxième, c'est pour éviter les récidives, c'est-à-dire remettre en place. On a vu qu'il y a tout un tas de mécanismes comme le contrôle, comme l'anticipation négative, qui sont des mécanismes d'adaptation, mais qui ne fonctionnent plus. Et donc, il faut remettre en place des mécanismes qui sont bien adaptés pour que la personne ne refasse pas de rechute. Voilà ce que je disais tout à l'heure à une question, est-ce que je pourrais reprendre mon travail de la même façon ? Reprendre le travail, oui, mais pas de la même façon, sinon ça reproduira les mêmes effets. Alors justement, j'ai une question de Fabienne qui pose la question de savoir, bon, c'est une personne qui fait des travails sur soi, et quand les gens la voient à l'extérieur, elle s'oblige à sortir, parce que sur les conseils de son médecin, et donc comme vous le disiez d'ailleurs, hein, il faut rencontrer des gens, et les gens lui disent souvent qu'elle va mieux, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Donc apparemment ça va mieux, mais dans les faits, alors comment réagir, Pascal Parinet ? Parce que la dépression ne se voit pas et les gens ne comprennent pas. Donc. Il peut y avoir 2 choses. Il peut y avoir qu'elle fait semblant d'aller mieux. Ou alors, oui. Et dans ce cas-là, plutôt que de faire semblant, il vaut mieux qu'elle dise à ses amis, tu sais, finalement, je vais pas si bien que ça. Voilà, puis qu'elle partage. Ou alors, il se peut aussi qu'elle soit encore dans la dépression, mais que si elle voit un psy, qu'elle commence à aller mieux, mais qu'elle ne s'en rend pas encore compte, mais que ses amis, eux, s'en rendent compte. Et ça arrive assez souvent que chez des patients, ils nous disent « Ah, mais mes amis, ils trouvent que je vais mieux, tout ça. » Mais le patient n'a pas toujours conscience. Et les amis ou la famille, parfois, se rendent compte avant. Voilà, donc ça peut être les 2. Mais en tout cas, de partager avec ses amis, oui, c'est important. Et donc, on a vu que le burn-out et le bore-out mettent souvent en jeu des mécanismes d'adaptation qui deviennent défaillants dans des situations professionnelles. Et donc, comment s'en sortir quand même, Pascal ? Alors, c'est vraiment, je crois, de reposer les bases d'une bonne adaptation. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait la question du pourquoi, mais il y a aussi la question du comment. C'est-à-dire, comment on fait face à cette situation, comment on gère l'excès de travail ou l'ennui au travail, et comment on redevient acteur en quelque sorte de sa vie plutôt que de la subir. Et c'est à travers tous ces comment qu'on va découvrir les mécanismes d'adaptation comme l'excès de contrôle, l'anticipation négative, les angoisses, enfin, et on pouvoir corriger ça au fur et à mesure. Très bien. Et est-ce que vous voulez terminer l'émission avec quelque chose en particulier, un conseil à donner pour ceux qui vivent une dépression, un burn-out ou un bore-out, Pascal Parinet ? C'est de ne pas rester isolé, de se faire aider. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et puis de ne pas voir ça comme une fatalité. C'est-à-dire que... alors, quand c'est arrivé, c'était un peu la question de l'auditrice tout à l'heure. Est-ce que je vais pouvoir reprendre mon travail ? Oui, bien sûr. Simplement, il faut reconstituer ses réserves de ressources, donc reprendre ses forces.
à la fois physique et psychique, et puis faire le petit travail sur soi pour avoir des mécanismes bien mis en place pour ne pas récidiver dans le même système. Très bien, écoutez, merci beaucoup Pascal Parinet de nous avoir aidé à comprendre davantage ce qu'est la dépression, le burn-out et le bore-out.